retrouve pour un nouveau rendez-vous de l'actualité. Bonsoir, bienvenue. Il y a tout juste un mois, le Premier ministre s'est rendu sur le site de la Y4. Robert Begré-Mambé a également visité le 4e pont et quelques infrastructures du BRT. Visite pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux qui devraient s'achever pour certains avant la Cannes 2023. Les sénateurs réunis en séance plénière ont procédé à l'adoption de 5 projets de loi à Yamoussoukro. Des projets de loi parmi lesquels figure le projet de loi de finances portant budget de l'État pour 2024 qui s'élève à plus de 13 720 milliards de francs CFA. C'est une séance plénière qui s'est tenue sous la présidence de Kandia Camara, patronne du Sénat ivoirien. Et puis, le président égyptien sortant, Abdel Fattah al-Sisi, a remporté l'élection présidentielle avec 89,6% des voix. C'est ce qu'a annoncé ce lundi l'autorité nationale des élections, assurant un 3e mandat d'une durée de 6 ans au maréchal à la tête du pays depuis 2014. Bienvenue à vous tous. Le Premier ministre s'est rendu sur le site de la Y4. Robert Begré-Mambé a également visité le 4e pont et quelques infrastructures du BRT. Visite pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux avant le démarrage de la Cannes 2023 dans quelques semaines. Abdoulaye Koné. À quelques semaines de la livraison programmée de la Y4 et du 4e pont d'Abidjan, le Premier ministre s'est rendu sur les différents chantiers. Robert Begré-Mambé et sa délégation sont venus voir de près les dernières finitions. Ce premier tronçon sera utilisable pour la circulation à la fin du mois de décembre, de Benjarville jusqu'à la route d'Alépé. Bonne nouvelle également pour le 4e pont. Là aussi, les travaux sont quasi terminés. On va ouvrir cette zone dès que le président aura donné son accord pour que de Yopougon au plateau, on puisse circuler tranquillement. Il restera à résoudre un petit tronçon dans le village d'Ayamessa. C'est un problème qu'on va régler le plus rapidement possible. Sur le 4e pont, il y a une zone qui sera réservée aux bus rapides qui vont relier Benjarville à Yopougon en 45 minutes au lieu de 2 ou 3 heures comme c'est le cas aujourd'hui. La fréquence des pluies de ces dernières semaines sur Abidjan aura ralenti quelque peu la finition des ouvrages, des chantiers qui seront tout de même livrés dans les délais. Comptez sur nous, la pression est là en permanence. Et nous avons des hommes et des femmes sur le terrain qui ne reculent pas. Le ministère en charge de ces questions, ayant pris conscience de l'urgence de l'achèvement de ces travaux, a mis le paquet ces dernières semaines et nous pensons qu'à la fin du mois de décembre, ces 2 grandes voies de circulation seront offertes à la population. Le Premier ministre et sa délégation ont été accueillis à chaque étape par les maires des communes d'Anyama et de Yopougon. Robert Begré-Mambé a également discuté sans langue de bois avec les petites mains dédiées à la réalisation de ces gros ouvrages. Pour les motiver à travailler sans relâche, il leur a fait des dons en numéraire. De l'argent pour travailler, l'État en a besoin. Le projet de loi de finances portant budget de l'État pour 2024, qui s'élève à plus de 13 720 milliards de francs CFA, a été adopté par les sénateurs. D'autres projets de loi ont été examinés et adoptés à Yamoussoukro en séance plénière, nous apprend Herman Guivet. Délibération du Sénat sur 5 projets de loi. Fondation Houphouët-Boigny Yamoussoukro. La présidente de l'institution, Kandia Camara, supervise les travaux. Successivement, 5 textes à l'ordre du jour sont examinés. Le projet de loi de finances rectificative portant budget de l'État pour l'année 2023, celui portant procédure des recettes non fiscales, celui portant ratification de l'ordonnance portant augmentation du plafond des avals et des garanties accordées par l'État pour l'année 2022. Le projet de loi de finances portant règlement de l'État pour l'année 2022. Enfin, le projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2024. Les 4 précédents projets sont adoptés à l'unanimité des sénateurs présents. Pour celui concernant le budget de l'État pour l'année 2024, recours est fait au scrutin public à la tribune, comme le stipule l'article 87, alinéa 3 du règlement. Appelés individuellement, les sénateurs exercent leur droit de vote, place au dépouillement, puis au résultat. Le projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2024 est adopté à l'unanimité des suffrages exprimés.
Pour rappel, le projet de loi de finances portant budget de l'État 2024 s'équilibre globalement en ressources et en charges à plus de 13 720,7 milliards de francs CFA. La présidente de l'institution, Candia Camara, se réjouit de l'aboutissement de ces travaux. Les sénateurs, à l'unanimité, ont voté les 5 projets de loi. À travers ce vote, notre institution donne son quitus au gouvernement pour la mise en œuvre de sa politique de développement économique et social pour le bonheur des populations. Toutes nos admirations au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, au vice-président, au Premier ministre et à l'ensemble des membres du gouvernement. Ce que nous souhaitons au niveau du Sénat, c'est le relèvement des budgets des collectivités territoriales, car nous pensons que cela va permettre justement aux élus locaux de prendre en charge les préoccupations de leur population, d'améliorer leurs conditions de vie et de travail et de rendre les Ivoiriens encore plus heureux. Les sénateurs se retrouveront ce mardi 19 décembre 2023 dans le cadre de la cérémonie de clôture marquant la fin de la 2e session ordinaire de l'institution. Et je vous donne lecture justement de ce communiqué émanant du Sénat du Côte d'Ivoire. Madame Candia Kamisoko Camara, présidente du Sénat, convoque, mesdames et messieurs les sénateurs, à la séance plénière solennelle de clôture de la 2e session ordinaire 2023 du Sénat, le mardi 19 décembre 2023 à 10h à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. En raison du caractère solennel de cette séance, Madame la Présidente du Sénat invite, mesdames et messieurs les sénateurs, à arborer leurs écharpes et autres insignes de parlementaires. Le présent communiqué tient lieu de convocation individuelle fait à Yamoussoukro le 15 décembre 2023. Rendons-nous à la Grande Chancellerie. Poursuivre cette décoration du ministre d'État congolais, Jacques Bouya. Il a été élevé au grade de commandeur de l'Ordre national par la Côte d'Ivoire. Ahmed Traoré et Sationayo. Jacques Bouya, ministre d'État, ministre de l'Aménagement, du territoire, des infrastructures et de l'entretien routier de la République du Congo, fait commandeur de l'Ordre national ivoirien. Cette distinction se justifie par son dévouement au travail, également pour sa détermination au renforcement de la coopération entre la République sœur du Congo et la Côte d'Ivoire. Selon le grand chancelier de la Côte d'Ivoire, le ministre d'État congolais Jacques Bouya a contribué à la signature d'une dizaine d'accords entre les deux pays. Nous voici réunis aujourd'hui, amis de la Côte d'Ivoire et du Congo, pour apporter notre pierre à l'approfondissement d'une coopération exemplaire à tous égards. Nous sommes heureux, Monsieur le ministre d'État, de vous honorer à votre tour en présence de personnalités ivoiriennes et congolaises et de la présidente du Sénat, Madame Candia Camara. Et ces personnalités tiennent à vous témoigner leurs sentiments ainsi que leur attachement indéfectible à la relation Congo-Côte d'Ivoire. Une démarche bien appréciée par le récipiendaire. Je suis touché par cette marque de considération que la République de Côte d'Ivoire vient de me faire en me décernant la distinction de commandeur dans l'Ordre national du mérite de Côte d'Ivoire. Je me dois en premier d'exprimer avec la dévotion qui sied mes sincères remerciements, doublés d'une gratitude infinie à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et aussi remercier les autorités qui sont ici d'avoir permis l'organisation de cette activité dans ce cadre jovial et d'ailleurs dans les circonstances présentes. Pour rappel, Jacques Bouya est un homme politique congolais né le 24 mai 1962 à Mouembe,
Il est également député de la circonscription de Chikapika au Congo depuis septembre 2012. Le ministre ivoirien des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, appelle au financement des PME. Appel lancé lors de la 23e Assemblée générale ordinaire de la Banque régionale sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce. Les pays membres sont à Abidjan pour présenter les résultats de l'exercice qui s'achève. Godefroy Okamawa. C'est à l'occasion de la dernière rencontre du genre en 2022 à Tripoli, en Libye, que la Côte d'Ivoire est désignée pour accueillir cette 23e Assemblée générale ordinaire de la Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce. Le groupe bancaire, présent dans 14 pays membres de la communauté des États sahélo-sahariennes, SENSAD, ambitionne renforcer ses interventions en faveur du secteur privé. Le leadership et les initiatives hardies que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, ne cesse de prendre en faveur du renforcement de la sécurité au Sahel et le développement de notre espace communautaire sont vivement appréciés. La SENSAD s'honore de pouvoir constater aujourd'hui que nos chefs d'État ont été visionnaires, car notre banque communautaire est désormais une réalité de notre espace sahélo-saharien et que ce projet est un véritable succès. Si la banque s'engage à appuyer le secteur privé en général, le ministre des Finances et des Budgets, Adama Coulibaly, insiste sur la promotion des PME. La situation de resserrement des marchés financiers et l'inflation généralisée appellent à la vigilance et à l'anticipation pour promouvoir des solutions novatrices afin de rester compétitifs et soutenir les États membres confrontés à des contraintes de financement de leurs économies et de leurs projets structurants. Les mesures adoptées permettront d'enregistrer une évolution positive des principaux indicateurs financiers de la banque et contribueront significativement à l'amélioration des résultats consolidés du groupe. La rencontre d'Abidjan permettra aux actionnaires de faire le bilan des actions et réfléchir sur les futures échéances du groupe. La banque veut se positionner sur le marché et contribuer ainsi au développement socio-économique des États. Et pour que l'entrepreneuriat et l'innovation soient boostés en Côte d'Ivoire, le ministère de l'économie et celui de l'industrie travaillent à faire valider la stratégie 2024-2028, un document financé par la Banque mondiale qui va servir de boussole. Juliette Ouéa. Se lancer dans l'entrepreneuriat n'est pas chose aisée en raison de certains obstacles, dont la parafiscalité, le manque d'informations sur les réformes et la culture de l'innovation. En Côte d'Ivoire, pour pallier ce problème, le gouvernement élabore une stratégie. Ce document, qui couvre la période 2024-2028, veut alléger les contraintes. L'idée, c'était de rassembler toutes les structures, aussi bien publiques, privées, les PTF, autour de la stratégie. Et une stratégie, c'est quoi? C'est justement tout ce qu'il y a pour développer l'entrepreneuriat et l'innovation en Côte d'Ivoire. En essayant de réunir tout ce monde-là autour de la stratégie, on pense qu'in fine, on va avoir un document qui va être un document de référence que le gouvernement va valider et donc justement dans sa mise en œuvre qui va permettre de développer l'entrepreneuriat et l'innovation. Nous espérons que ce document va donner aux différents entrepreneurs que nous sommes des pistes, des orientations quant à être plus productifs. Nous espérons aussi recevoir des stratégies pour permettre une bonne expansion de nos différentes activités. Financée à hauteur de 3,8 milliards de francs CFA par la Banque mondiale, cette stratégie devrait relever 5 défis majeurs. Portant sur le système éducatif, les infrastructures de soutien à l'entrepreneuriat et à l'innovation, le cadre institutionnel d'appui à l'entrepreneuriat et à l'innovation, le financement des entrepreneurs, les compétences pour innover. Ces défis sont relevés à travers 15 programmes structurants afin de faire émerger une classe d'entrepreneurs locaux dynamiques, compétitifs et innovants et en fort impact, aussi bien sur le marché local que sur le marché international. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des petites et moyennes entreprises, Souleymane Diarra-Souba, a également encouragé les entrepreneurs à utiliser le système de la propriété intellectuelle pour protéger et valoriser leur travail. Autre filière, autre stratégie, le renforcement des capacités des producteurs de manioc, une action des acteurs de l'initiative
Régional sur la chaîne de valeur manioc qui veut participer au développement de la filière et surtout soutenir la politique de sécurité alimentaire. Jean-Marc Adjadji. Producteurs et autres acteurs de la filière manioc en formation pour le développement de leur secteur. Les auditeurs vont se pencher sur les défis auxquels la chaîne de valeur du manioc reste confrontée, notamment l'insuffisance de la main-d'œuvre pour des travaux de préparation, d'entretien de récolte et de transformation. Cette session de renforcement des capacités est une action de l'initiative régionale sur la chaîne de valeur manioc et de la Banque islamique de développement. Le ministre de tutelle, Kobenan Kwasi Adjoumani, a invité les acteurs de la filière manioc à s'unir pour une croissance de la productivité. Les objectifs de ce programme sont parfaitement en adéquation avec ceux définis dans notre programme national d'investissement agricole de deuxième génération, PENIA 2, ainsi que la volonté du gouvernement ivoirien de promouvoir l'incorporation de la farine planifiable de manioc dans la fabrication de pain. 30 milliards de francs CFA est le montant global qui sera alloué à la chaîne de valeur du manioc dans le pays via le programme de développement des chaînes de valeur du secteur. Engagement pris par la Banque islamique de développement à l'issue de cette séance de formation des producteurs. La journée internationale des migrants, c'est aujourd'hui 18 décembre et un partenariat vient de voir le jour entre le Comité national de lutte contre la traite des personnes et la Fondation internationale Cocoa Initiative. Il vise l'installation, la formation et l'équipement des cellules régionales dédiées justement à cette lutte. L'enseignant Bakayoko. Cet accord de partenariat a été signé entre la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté d'une part et le management opérationnel de la Fondation internationale Coco Initiative d'autre part. À travers cet accord de partenariat, la Fondation ICI apportera un appui matériel et technique au Comité national de lutte contre la traite des personnes en Côte d'Ivoire, qui se traduira notamment par la formation des acteurs de lutte contre la traite, notamment les magistrats, les officiers de police, les agents de police et les organisations de la société civile, l'installation des cellules régionales de lutte contre la traite des personnes dans toutes les régions du pays, l'opérationnalisation et la dissémination du mécanisme national de référencement ainsi que des procédures opérationnelles standards de prise en charge des victimes de traite. La ministre Belmondo Dogo assure que le Comité national de lutte contre la traite des personnes, dont son département ministériel assure le secrétariat exécutif, prendra toutes les dispositions idoines pour donner pleine vie à ce partenariat et répondre aux attentes de toutes les parties prenantes. Je me réjouis de cet accord de partenariat et de coopération entre le Comité national de lutte contre la traite des personnes et la Fondation contribuera à n'en point douter à renforcer la lutte contre ces phénomènes subventionnés conformément à la stratégie et au plan d'action de lutte contre la traite des personnes 2022-2025 du Comité national de lutte contre la traite des personnes et à la stratégie et au plan d'action 2021-2026 de la Fondation ICI. Selon la ministre Belmondo Dogo, il s'agit de créer une synergie d'action en vue de venir à bout de la traite des personnes, le trafic illicite de migrants et le travail forcé. En ce qui concerne les violences basées sur le genre, une campagne dénommée Carton Rouge, ouverte par la ministre Nassene Batouré, obtient un nouveau soutien. Un partenariat vient d'inclure le réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora dans cette campagne. Plusieurs axes sont visés, c'est ce que nous apprend Khalil Diomandé. C'est désormais un contrat de 12 mois qui lie le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et le réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora. Les deux parties s'engagent à mutualiser leurs efforts pour l'atteinte des objectifs fixés dans le cadre de la campagne Carton Rouge contre les violences basées sur le genre. Selon la vision de Madame la ministre, nous continuerons à renforcer le rôle de la Côte d'Ivoire comme plaque tournante de la lutte contre les violences basées sur le genre. Nous espérons, avec foi et force, que ça sera ce carton qui sera montré avant le premier coup d'envoi par tous les chefs d'État, tous les invités spéciaux, pour que la discrimination et tout genre de violence faites aux femmes à l'occasion de cette canne, la canne
Aquaba, la canne de l'éléphant, puisse avoir un impact sur tout le continent. Lancée le 12 décembre dernier, la campagne Carton Rouge contre les VBG est une initiative portée par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la Population et le réseau de la Renaissance africaine de la diaspora. Le but est de renforcer l'engagement de la Côte d'Ivoire contre les VBG au niveau politique et en matière de mobilisation de ressources. En politique, l'élection sénatoriale partielle dans la région du Guémont va se tenir le samedi 23 décembre prochain. La campagne électorale s'ouvre aujourd'hui à minuit pour s'achever le jeudi 21 décembre prochain. Les résultats des élections locales, il faut le rappeler, n'ont pas pu être proclamés dans le Guémont le 2 septembre dernier en raison d'incidents enregistrés dans cette partie du pays. L'heure est au bilan. Au palais royal d'Abengourou, les populations se disent satisfaites du niveau de développement de leur localité, même si elles sont en attente de nombreuses autres réalisations. Elles en ont profité pour dire merci au président de la République. On voit cela avec Herman Niamia. Sous la gouvernance du président Alassane Ouattara, la région de l'Indénié connaît une transformation considérable en termes de développement. La ville d'Abengourou, la capitale régionale, autrefois poussiéreuse, dispose aujourd'hui de plusieurs voies bitumées. La plupart des villages de la région sont électrifiés et bénéficient également d'infrastructures scolaires et sanitaires. Et cerise sur le gâteau, plusieurs fils de la région sont nommés à des hauts postes dans l'administration ivoirienne, dont le plus illustre est Wadia Dom Kakou Léon, actuel ministre des Affaires étrangères. Pour toutes ces actions, le royaume indénié exprime à travers cette cérémonie sa reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara. C'est ici le lieu de traduire notre profonde gratitude au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, grand homme de paix et de développement, pour avoir honoré nos royaumes et notre région. Nous demandons à Dieu de l'aider à faire de la Côte d'Ivoire un pays de foi, de prospérité et de paix. Autorités traditionnelles, élus et cadres, fils et filles de la région ont répondu présents à cette cérémonie de reconnaissance au chef de l'État Alassane Ouattara. Nous avons besoin de cohésion et d'union, chacun à sa place. Que chacun vienne prendre sa place dans le wagon du développement. Le ministre des Affaires étrangères exhorte les élus et cadres à se donner les mains afin de permettre à la région de franchir un autre pas dans sa dynamique de développement. Mon idéal, c'est de me joindre à mes frères qui ont eu la chance d'être élus pour qu'ensemble, avec le carnet d'adresse que j'ai pu développer à travers mon séjour à l'extérieur, pour que, mus par l'amitié et la fraternité vraie que nous devons cultiver, nous puissions travailler pour le bonheur de cette région. Pour marquer sa solidarité à cette initiative de ses voisins du royaume indénié, le roi du Guablin, Sa Majesté Nana Tigori Niamey, a effectué le déplacement avec une forte délégation. En bref, une image, l'ONG Mildove Côte d'Ivoire qui milite pour les personnes vulnérables et les personnes du troisième âge a organisé une cérémonie de distinction des seniors en présence de la marraine Kandia Camara. Cette cérémonie de distinction dénommée Diadem Awards 2023 vise à mettre en lumière les précieuses contributions passées et présentes de ces seniors, mais à leur rendre un hommage mérité pour leur participation au développement de la Côte d'Ivoire. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. Vous l'avez certainement remarqué, le temps est à la fois glacial et sec. Nous sommes en période d'harmattan et cette question, comment faire face justement à cette période de vent sec et chargé de poussière? La réponse nous vient de la région de Bouaké avec Boubacar Silla et Soro Corona. Le mois de juillet 2023 a été le mois le plus chaud jamais enregistré sur la planète Terre selon le service européen Copernicus, le programme d'observation de la Terre de l'Union européenne. Conséquence du changement climatique auquel fait face la Terre. Dans la région du Béké, le phénomène a aussi d'énormes répercussions sur les écosystèmes et l'environnement. Selon le géo-socio-économiste Oussou Yao, enseignant à l'université Alassane Ouattara, les effets du changement climatique vont s'intensifier si rien n'est fait. Les comportements que les humains ont aujourd'hui ont tendance à bouleverser un peu la manière de faire. Donc c'est le climat qui est changeant, mais le climat n'est pas véritablement bouleversé. Les conséquences directes de ce changement climatique là, peuvent être la perte de la biodiversité,
santé, la dégradation des forêts, les incendies. Le bouleversement climatique a aussi des conséquences sur la santé des populations, surtout en période d'harmattan. Nous allons observer une augmentation des cas des affections respiratoires. Et parmi ces affections respiratoires, nous avons la grippe, nous avons la tuberculose, la méningite et même on peut avoir de nouveaux cas de Covid-19. Il est conseillé de remettre le cache-nez. Le moyen le plus sûr durant cette période, c'est surtout la vaccination. Et la vaccination, nous avons à l'INHP de Bouaké les vaccins contre la grippe qui sont disponibles, le vaccin contre le pneumo 23, le vaccin contre les pneumocoques, le vaccin contre la méningite. Et il faut également protéger surtout les aliments qui sont vendus dans le commerce. Selon le dernier rapport national sur le climat et le développement de la Banque mondiale publié en octobre 2023, la Côte d'Ivoire est l'un des pays les plus vulnérables au changement climatique au monde avec un indice de vulnérabilité de 39,9% sur une échelle de 100 en 2022. La Côte d'Ivoire est le 49e pays le plus vulnérable et le 152e le mieux préparé au monde à faire face au changement climatique. Parlons à présent de pollution plastique dans le milieu marin. Le Centre ivoirien anti-pollution et le Programme des Nations Unies pour l'environnement ouvrent la réflexion afin de mutualiser leurs efforts dans cette lutte. Jean-Marc Djadji. 7 616 milliards de francs CFA est le coût des dommages causés chaque année par les déchets plastiques jetés en milieu marin sur les écosystèmes, le tourisme et la pêche, selon le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Une situation alarmante pour le Centre ivoirien anti-pollution SIAPOL et le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Après analyse, ils présentent leur projet de développement des capacités pour la protection des milieux marins contre la pollution plastique. Je voudrais souligner que ce projet fera progresser les objectifs du partenariat mondial sur la pollution plastique et les déchets marins. Un partenariat multipatrite axé sur le renforcement de la coopération entre divers acteurs. 400 ans, c'est le temps mis par le plastique pour se désagréger selon les experts. Au vu de cela, le gouvernement a déclaré depuis 2014 la guerre aux déchets plastiques à travers la loi sur l'interdiction, la production, l'importation, la commercialisation et la détention des sachets plastiques. À terme, le projet doit amener la Côte d'Ivoire à définir une stratégie et un plan d'action national pour nous permettre donc de prendre en compte la question de la gestion du plastique dans notre environnement. Et il s'adresse à tout le monde. À l'issue des réflexions, le Centre ivoirien anti-pollution SIAPOL et le Programme des Nations Unies pour l'environnement envisagent aussi à sensibiliser les populations. Rendons-nous à présent au cœur des journées sportives des lycées techniques et professionnels du district d'Abidjan. Activité qui vise à sensibiliser les élèves sur les vertus du sport et à la valorisation de l'excellence. Jean-Marc Djadji. Matchs de handball, de football et de basketball ont animé cette rentrée sportive 2023-2024 au lycée technique d'Abidjan. Une journée initiée par le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Objectif, sensibiliser les futurs techniciens et ingénieurs sur les valeurs du sport. C'est dans une ambiance conviviale que le ministre de tutelle, Kofi Nguessan, a lancé ces journées. L'augmentation de l'énergie, la diminution du stress et la concentration mentale avec le sport sont entre autres bénéfiques aux élèves. Parce que ça nous permet d'avoir de nouvelles connaissances, de faire sortir nos compétences, de montrer ce qu'on vaut. Et nous voulons vraiment remercier le ministre qui nous permet d'avoir cette journée, vraiment qui nous permet de nous divertir, de sortir un peu des classes et de laisser un peu les stylos. L'éducation est la clé de l'avenir. Le ministère de tutelle s'engage par le sport à fournir une formation de qualité. C'est une chance de pouvoir réunir tous nos élèves et puis de créer un esprit de convivialité, un esprit de famille et surtout donner des valeurs de vie à nos apprenants. Le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, à travers sa politique sportive, veut s'inscrire dans la ligne droite, celle d'impliquer collectivement les pédagogues dans l'atteinte d'un système éducatif solide et plus crédible. Les finales de ces journées sportives au lycée technique d'Abidjan sont prévues pour mai 2024.
Dans le reste de l'actualité, en bref, en image, je le disais à l'instant, le président égyptien sortant Abdel Fattah al-Sisi a remporté l'élection présidentielle avec 89,6% des voix. C'est ce qu'a annoncé ce lundi l'autorité nationale des élections, assurant un troisième mandat d'une durée de 6 ans au maréchal à la tête du pays depuis 2014. Voilà, c'est tout pour ce 23h. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Dieu nous garde. Bonsoir.